Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Fastcast Cinéma dédié au très célèbre et iconique Projet Blair Witch. Le Projet Blair Witch, film réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, sorti au cinéma en 1999, raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma réalisant un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair, qu'abrite la forêt de Black Hills. Le Projet Blair Witch est un film d'horreur assez minimaliste qui se base sur un rapport intime avec le spectateur. Bien que le film soit une fiction, on peut encore lire sur internet que, à ce jour, les 3 cinéastes sont toujours portés disparus. Par ailleurs, les 3 protagonistes portent les prénoms des acteurs qui les interprètent, Ever, Joshua et Michael. Le film prétend raconter des événements qui seraient déroulés en 1994, soit 5 ans avant la sortie du film en salle. Tous les moyens sont bons pour faire croire à la pseudo-légende autour de la disparition de ces 3 adolescents. Au moment même de sa sortie, la production a joué sur la fake news pour pousser les gens à venir regarder ces pellicules retrouvées. Par exemple, la production s'est chargée de distribuer des tracts lors de festivals 1 an avant sa sortie pour propager la nouvelle, en assurant qu'il s'agissait d'une compile de cassettes retrouvées. Le coup de com' était tellement énorme que les familles des acteurs ont reçu de nombreux messages de condoléances. Pendant des mois, les acteurs ont dû s'effacer de la circulation pour donner un vrai effet de réel à leur film. Et la blague a tellement bien marché qu'ils ont eu du mal à retrouver des rôles par la suite. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes croient encore à la véracité de cette histoire, à tel point que certains se rendent en exploration dans cette forêt qu'on a surnommée Forêt de Blair. Mais alors, en quoi le projet Blair Witch réinvente une nouvelle forme d'horreur moderne ? Pour répondre à cette question, retraçons de manière très rapide l'histoire du cinéma d'horreur pré-projet Blair Witch. Il prend d'abord son essor dans la littérature gothique du XVIIIe siècle, avec des romans comme Le Château d'Autrance, écrit par Horace Walpole. L'intérêt porte avant tout sur les ambiances et un regain d'intérêt pour un passé glorieux et mythique. On redécouvre alors des ruines, des châteaux, des légendes anciennes et le frisson du mystique. Le roman d'épouvante et d'horreur n'est qu'un sous-genre du gothique. Il ne sera inventé qu'en 1794 par Anne Radcliffe avec Les Mystères d'Udolphe, suivi par Mary Shelley et son Frankenstein ou Bram Stoker, auteur de Dracula. À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée en 1895 du cinématographe, certains réalisateurs expérimentent, comme notamment Georges Méliès, l'inventeur du genre fantastique. Ces films, inspirés d'une imagerie gothique, sont considérés comme les prémices du cinéma d'horreur. Puis, on verra les premières adaptations de romans d'épouvante par Edison, qui reprend Dr Jekyll et Mr Hyde en 1920. On pourra noter que la plus importante inspiration viendra de l'expressionnisme allemand, avec des films comme Le cabinet du Dr Caligari en 1920 de Robert Wiene, ou encore Nosferatu en 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau. Le mouvement apporte des décors basés sur la déformation générale qui manifeste l'intériorité des personnages. On cherche à exprimer la folie visuellement. Cette esthétique influencera bien des années après des cinéastes comme Tim Burton, très connu pour son univers gothique et macabre. Un nouveau mouvement va s'enclencher avec la naissance de la Hammer Film Production, créée par William Ince en 1934 et qui régnera sur le genre horrifique des années 50 aux années 60. À partir de là, les films se basent sur des ambiances gothiques et des figures monstrueuses célèbres, comme la créature de Frankenstein ou Dracula. Son succès prend fin avec l'avènement d'une horreur plus réaliste et ancrée dans l'ère du temps. Ce sont des films fantastiques, comme Rosemary's Baby de Roman Polanski ou La Nuit des Morts Vivants de George Romero, tous deux de 1968. La sortie de L'Exorciste de William Friedkin en 1973 va ensuite précipiter la chute du studio et va faire comprendre aux gros studios traditionnels qu'il est possible de créer des succès avec le genre horrifique. S'ensuit donc une nouvelle vague avec des œuvres comme Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 1974 qui révolutionne le genre en montrant la fin du rêve hippie des années 60 causée par la guerre du Vietnam et le chômage. En 1978, c'est l'arrivée du slasher, un genre où des jeunes qui passent leur temps à faire la fête et à pratiquer librement les plaisirs charnels se font assassiner par un tueur fou, souvent masqué. John Carpenter lance le mouvement avec son film Halloween, La Nuit des Masques en 1978, suivi de près dans les années 80 par Vendredi 13 de Seamus Cunningham ou Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Le sous-genre va finir par s'essouffler avant sa réinvention en 1996 avec le film Scream de Wes Craven, dynamitant les codes du genre en les parodiant. Tous les personnages du film, en passant des tueurs fous aux puceaux immunisés par la menace, connaissent les codes du slasher traditionnel grâce au cinéma. Les films qui ont fait les grandes heures du genre font partie de la diégèse. Suivront une tripotée de rejetons plus ou moins directs comme Souviens-toi l'été dernier de Jim Gillespie, sorti en 1997, ou Urban Legend de Jamie Blanks, sorti en 1998. Il s'agissait d'un résumé non exhaustif du cinéma d'horreur, mais vous me le concéderez car c'est mon émission et finalement je peux faire ce que je veux, c'est tout à fait possible. Si j'ai envie de débrancher ce micro là, c'est tout.
Quelques mois avant la sortie du film, la fusillade de Columbine provoque une prise de conscience massive sur le danger des armes à feu aux États-Unis et le climat de violence qui peut y régner. On cherche alors un responsable à la perdition de la jeunesse. On attaque l'autorisation du port d'armes à feu et une réelle prise de conscience sur la violence a lieu aux États-Unis. Je me permets de vous conseiller l'excellent film Bowling for Columbine du cinéaste Michael Moore qui essaye de réunir des témoignages sur cette tuerie et plus généralement sur l'accès à la violence aux USA. On montre des questionnements sur la part de responsabilité qu'auraient eu des objets culturels tels que les jeux vidéo, les chanteurs comme Marilyn Manson ou encore les films violents. C'est dans ce contexte qu'arrivera en 1999 le projet Blair Witch, produit de son temps et de ses questionnements. Depuis Cannibal Holocaust en 1980 de Ruggero Deodato et C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux sorti en 1992, les films du type found footage sont de plus en plus populaires. Le found footage, littéralement pellicule trouvée, consiste en un film qui cherche à faire croire à un spectateur qu'il regarde quelque chose qui a été filmé par un des protagonistes de l'histoire. On cherche à faire entrer la caméra dans la diégèse, pour faire en sorte que le spectateur ne s'interroge pas sur la légitimité de la caméra dans le film. Grâce à ce procédé, on peut suivre les protagonistes dans des plans plus bruts et plus proches de l'action. On a une mise en scène qui cherche le réalisme. Le projet du film est d'abord lancé par la légende de la mystérieuse sorcière de Blair qui entrait la forêt de Black Hills. Par ailleurs, les scènes angoissantes n'ont lieu que la nuit, un choix pertinent puisqu'elle nous ramène à notre condition d'homme, qui vit le jour. La nuit nous met face à l'inconnu, au danger et à tout ce qui est hors de notre contrôle. Animaux, tueurs en série, sorcières, l'imagination prend forcément le pas sur notre jugement. La nature, quant à elle, est impossible à maîtriser ou connaître totalement. Cette peur de la forêt nous vient de nos croyances, des contes et légendes issus de notre enfance et de notre culture. Les personnages sont sur les lieux pour en apprendre plus, mais tout se passe en hors-champ. Ce choix est certainement dû à des contraintes budgétaires qui poussent à ne pas montrer, mais à suggérer. Tout comme les personnages, on ne sait pas ce qui produit les bruits de cette forêt ou pourquoi Josh a disparu. Mais le film n'est pas que plongé dans le passé en montrant des légendes en pleine nature. Il est aussi un produit de son temps. Ce qui le rend crédible, c'est aussi la période dans laquelle il voit le jour. Une période où il est possible d'aller filmer seul dans les bois avec un matériel facilement maniable. Même pour un amateur, les protagonistes utilisent un caméscope numérique. L'appareil débarque durant les années 90, plus précisément en 1996, à peine avant la sortie du film en 1999. Ce nouveau format permet beaucoup plus de liberté, d'une part grâce à une utilisation simple, rapide et un boîtier compact permettant le transport et l'efficacité pour les voyages. Cette mode est toujours d'actualité et est accessible à tous. On peut voir le found footage comme un ancêtre du vlog que nous connaissons aujourd'hui sur YouTube. On peut remonter beaucoup plus loin pour trouver une véritable origine au found footage, comme le cinéma vérité des années 60 ou encore avec des films tels que Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty sorti en 1922, qui dépeint une version romancée des Inuits. Le found footage va attendre longtemps avant de devenir une mode. Elle ne naîtra que dans les années 2000 à cause de contraintes techniques. Le principe n'a pas de genre caractéristique. Il peut aller de la comédie à l'horreur en passant par le film de super-héros et la science-fiction. La seule spécificité technique du genre est la caméra à l'épaule, très utile pour l'immersion. On lui reproche souvent d'être minimaliste par manque de budget, mais ce n'est pas une critique récurrente du projet Blair Witch. C'est plutôt à ses descendants qu'on adressera ce reproche. Des films qui donnent l'impression de surfer sur la vague, puisque le genre ne coûte pas cher et cache très facilement une absence de mise en scène et des acteurs médiocres. On pourrait cependant y voir un parti pris de mise en scène, offrir du temps réel aux spectateurs, sans coupure ni stabilité ou netteté de l'image, mais malgré tout immersive. La véritable raison du succès du genre est en réalité liée au marketing et au coup de pub choc. En 1999, l'internet personnalisé n'en est qu'à ses débuts. Il était difficile de repérer les fake news. Avec la soi-disant disparition des acteurs promulguée par l'équipe, la machine était lancée. Le public se ruait dans les salles pour voir les dernières images de ces disparus. Pour le marketing, un site web est même créé, expliquant ce que l'on sait de cette disparition, ce qui a créé le buzz. Ajoutez à cela des faux reportages qui cherchent à crédibiliser cette histoire et on obtient une brouille de la frontière entre réalité et fiction. Tous ces éléments renforcent la croyance spectatorielle en cette histoire. Ce qui n'est au départ que de la fiction devient un produit du réel de par des choix de mise en scène et une narration qui va dans ce sens. Les contraintes techniques et financières du film sont devenues ses atouts principaux. Le minimalisme du film est provoqué par cela. Le projet Blair Witch réinvente le genre du cinéma d'horreur à la parfaite juxtaposition de 2 siècles. Il s'agit d'un moment clé pour comprendre le cinéma de genre actuel. Le cinéma horrifique a depuis toujours subi les contraintes budgétaires. C'est pourquoi il s'agit d'un genre extrêmement inventif qui permet des réinventions formelles. Le film ouvrira la voie à d'autres. Sans lui, un succès comme Paranormal Activity n'aurait jamais existé, de par la forme, mais aussi la production. Le producteur, Jason Blum, créateur de la société de production Blumhouse, a décidé de créer une communication virale autour de Paranormal Activity, car dans le passé, il était passé à côté de notre film du jour.
Le projet Blair Witch, c'est aussi une économie de moyens très rentable. Seulement 60 000 $ de budget pour un total au box-office de 248 millions $. Ce qui fait que le film pourrait être considéré comme un blockbuster. Parfaite transition pour vous présenter le prochain épisode de Fastcast Cinéma qui portera sur le blockbuster hollywoodien. Sur ce, portez-vous bien, on se revoit très rapidement. C'était Fastcast et ciao.